Bonjour, nouveau numéro de Mégatrends sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du climat et des solutions d'investissement qui favorisent la transition écologique. Bonjour Alexandre Blin. Bonjour David. Vous êtes responsable adjoint du département Action Thématique chez CPR AM. Déjà, j'ai envie de commencer, parce que des bonnes nouvelles, ça fait du bien de temps en temps. La France a poursuivi sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au premier trimestre 2024, avec un recul de 5,3%, qui vient d'ailleurs, recul qui vient après celui de 2023, qui était déjà de 5,8%. On se dit que c'est positif, oui. Ça va dans le bon sens, même s'il y a toujours des esprits chagrins qui nous diront que l'hiver plus doux a beaucoup aidé. C'est vrai. Donc c'est un beau progrès. Comme vous l'indiquez, ça vient après une baisse déjà en 2022. Il y a deux observations pour moi. La première, c'est que l'ensemble des secteurs y ont participé. On a le secteur énergétique avec la remise en place, la remise en route des centrales nucléaires françaises, oui, qui a produit une énergie décarbonée. Il y a eu le logement également qui a participé avec la sobriété énergétique, des rénovations thermiques. Et aussi le transport routier, ça c'est plus étonnant, moins 3% en 2023. Là aussi, un parc de véhicules électriques plus important. La deuxième observation, c'est que ça s'est fait avec une croissance économique. La France a eu une croissance autour de 1% en 2023. Donc il y a eu ce découplage que nous on apprécie, c'est-à-dire une baisse des émissions, mais avec une dynamique de croissance économique positive. C'est une dynamique qu'on a vue aussi en Europe. Et aux États-Unis en 2023. Il faudra transformer l'essai. Exactement. En attendant, pour l'épargnant qui nous regarde, il faut savoir que de nombreuses solutions d'investissement existent pour participer, investir dans cette transition écologique, dans l'économie bas carbone, dans la décarbonation. Voilà, il y a plein de produits différents. À chaque fois, c'est à base d'actions et d'obligations. Mais il y a du choix. Alors, on est un peu pionnier, nous, chez CPRAM. Nous avons lancé notre premier fonds de solutions d'investissement sur la thématique climat en 2018, avec le fonds CPR Action, Climate Action, en action internationale. Le même processus d'investissement, la même méthodologie, après, a été déclinée sur d'autres classes d'actifs. D'abord sur les obligations, avec Climate Bond, puis sur le monétaire, sur la partie courte de la courbe, et enfin sur des produits de multiclasses d'actifs. D'accord, donc soit on a des produits purs en actions, soit en obligations, soit même en monétaire, je ne savais même pas que ça existait, exactement. Soit cross-asset, alors multi-asset, tout à fait, multi-actif en français. Après, il y a sur les actions, quel type d'entreprise est-ce que vous regardez? Est-ce que ce sont des entreprises qui sont porteuses de solutions, typiquement, schématiquement, pardon de le dire comme ça, des boîtes d'éoliennes, des boîtes qui font du solaire, ou est-ce que ce sont des fonds qui s'intéressent aux entreprises qui s'engagent de l'ancienne économie, en tout cas qui émettent du carbone et qui s'engagent avec des plans de transition ambitieux pour changer leur business model, en tout cas s'aligner sur l'accord de Paris? Ouais. Il y a deux manières d'investir pour nous dans la thématique climat, soit à travers des fonds de transition, comme vous l'avez dit, investir dans des entreprises qui vont participer à cette décarbonation vers une économie de bas carbone, à travers leurs pratiques, leur engagement, qui vont finalement diminuer leurs émissions de manière organique, je dirais. Et c'est résolument des fonds de transition, là où nous, on s'inscrit. Après, il va y avoir des fonds de solution. Les deux sont utiles. Hein. Les deux, bien sûr, sont utiles. Les fonds de solution, ils vont apporter, à travers leur activité, une moyen de produire une énergie décarbonée, la distribuer, la stocker, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. On ne réussira pas la transition énergétique uniquement avec des entreprises. Il en faut, bien sûr, porteuses de solutions. Pour nous, l'ensemble des acteurs économiques doivent participer à décarboner au travers de leurs pratiques ou leur activité pour qu'on arrive à des émissions net zéro 2030. Après, il faut s'assurer que les plans climat ne soient pas de la communication et que derrière, il y a des engagements qui soient pris, des investissements qui suivent, un suivi, encore une fois, de la trajectoire, pas seulement dire on est net zéro en 2050, parce qu'a priori, les dirigeants actuels ne seront pas là pour le voir à ce moment-là. Tout à fait. Alors, il y a un certain nombre d'organismes là où les entreprises peuvent reporter. Nous sommes associés avec le CDP, là où les entreprises vont... Le CDP, pardon, c'est le Carbon Disclosure Project, qui va envoyer un questionnaire chaque année aux entreprises pour leur demandant de mesurer, de quantifier et qu'est-ce qu'ils vont faire avec les émissions carbone de leur activité. Et ça se matérialise par une note que nous allons utiliser dans notre processus d'investissement pour avoir finalement une meilleure approche extra-financière de nos investissements financiers.
J'ai reçu beaucoup de patrons sur Boursorama, de sociétés cotées, qui m'ont dit on est aligné avec le SBTI. Alors c'est quoi SCDP, SBTI, pardon pour les acronymes hein. Ouais. Alors SBTI, c'est le Science Based Target. Ouais. Donc c'est une voie de décarbonation qui a été établie selon les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, dans laquelle une entreprise va s'inscrire et va dire, en fonction de mon secteur, que ce soit l'automobile, l'immobilier, eh bien, je vais décarboner de X% chaque année pour atteindre le net zéro, et ça a été vérifié scientifiquement par le SBT qui les aide à trouver quel est le meilleur scénario possible pour l'activité. Donc SBT et CDP, c'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Ouais. Si on reporte au CDP, on commence à s'intéresser à ce que l'on fait de nos émissions, et le SBT, ça va un pas plus loin finalement, et on s'inscrit dans une transition, dans un scénario de décarbonation. Dans un fonds de transition, on est d'accord, tout ce qui est énergie fossile est exclu, il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a plus de débat là-dessus, non. D'autant plus que la réglementation maintenant est de plus en plus stricte sur les investissements dans les énergies fossiles, notamment les labels et autres réglementations. Il y a les fonds actions, Alexandre, il y a des fonds actions donc purs, il y a des fonds obligataires. Alors pourquoi choisir pour l'épargnant plus l'un que l'autre? L'obligation sont des obligations vertes, l'argent qui est levé par des boîtes pour financer justement cette transition. Qu'est-ce qui vaut mieux en termes de profil de risque? C'est complémentaire, vous me direz, mais... Tout va dépendre du profil de risque de l'investisseur. C'est pour ça qu'on offre une gamme complète, actions, obligations, multi-actifs chez CPR, afin que chaque investisseur, en fonction de son profil de risque, trouve le produit pour son investissement. Les obligations vertes ont l'avantage d'avoir finalement un temps fini, avec la réalisation d'un projet. Dans le monde des actions cotées, c'est un peu plus différent, c'est différent. Donc on va de notre côté s'engager avec les entreprises, discuter avec elles, les encourager à reporter au CDP par exemple, peut-être s'engager aussi sur certains éléments de décarbonation, ça peut être la gestion des émissions mais aussi la gestion de l'eau, avoir des discussions avec eux pour pouvoir améliorer. Et si les discussions ne sont pas fructueuses ou que les résultats ne sont pas au rendez-vous, vous laissez la liberté de... Nous avons le meilleur moyen de faire entendre sa voix, c'est au travers des votes. Et au travers des votes, avec le groupe Amundi, nous participons à faire entendre notre voix si les engagements ne vont pas jusqu'au bout. Donc finalement, si on est puriste, on peut être soit en fonds action, soit en fonds obligataire, soit fonds multi-assets. C'est quoi, c'est du 50-50, c'est du moite-moite Généralement, c'est 50-50, oui, chez nous. Bon. Après, on sait qu'il y a une inflation réglementaire qui est importante dans tout ce qui est investissement ESG, mais en même temps, ça fait du boulot en plus pour vous, ça on le comprend bien, mais en même temps, c'est une façon d'encadrer les investissements aussi, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce que tout le monde redoute quand on est investisseur, c'est qu'il y ait du greenwashing, de l'éco, on dit éco-blanchiment, c'est ça, en français? Greenwashing, oui, éco-blanchiment. Cette réglementation, elle est faite pour protéger les investisseurs, elle est faite pour avoir un cadre réglementaire, mais principalement pour avoir le même langage lorsqu'on va reporter sur des éléments extra-financiers. Et les labels, pour cela, nous donnent une méthodologie qui est transparente, opposable, qui va être auditée aussi chaque année. Donc le label est un gage de transparence, en tout cas, sur le problème d'éco-blanchiment. Après, d'autres réglementations... Ils sont durcis, il faut le dire. Ils sont durcis, bien la réglementation aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2018 ou même de 2015, qui existait à peine d'ailleurs. Oui, en plus en 2018, les données aussi, on parle toujours de la donnée, étaient assez éparses. On avait que finalement les émissions carbone des secteurs les plus polluants. On n'avait pas du tout de scope 1, scope 2, scope 3 comme on peut en parler maintenant. C'était très parcellaire. Maintenant, on a toutes les données, donc on peut reporter. Et nous, c'est ce qu'on fait avec transparence. Chaque mois, on reporte et montre nos émissions carbone et le chemin dans lequel nous nous inscrivons, puisque nous nous engageons volontairement à diminuer nos émissions de 20% par rapport à l'indice de référence, et nous sommes en ligne avec les accords de Paris dans la diminution des émissions de nos investissements. Sur longue période, maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul, on finit là-dessus, quelles sont les performances, encore une fois, de ces fonds climat, que ce soit actions, obligations, panachage, entre les deux? Est-ce que dans la durée, les fonds climat, est-ce que les performances sont au rendez-vous? Moi, je peux parler que des fonds actions, et depuis le lancement, la performance annualisée des fonds actions internationales dont je m'occupe est de 10,6% par an, avec une volatilité proche de celle de l'indice.
Bon, voilà. Donc, en tout cas, il y a différentes solutions qui existent pour les investisseurs pour pouvoir investir sur cette thématique du climat. Merci à vous, Alexandre Blin, responsable adjoint du département Action thématique chez CPRM. Merci. Et Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.